Alors, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala khair al-mursalin. Bonjour à tous et à toutes. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour votre présence. C'est un point de force et c'est très encourageant pour nous tous pour qu'on continue à débattre les sujets les plus pertinents, bien sûr, avec votre collaboration. Alors, ma présentation porte sur les recommandations vaccinales chez l'adulte immunodéprimé, mais avant de présenter ce topo, je tiens à déclarer qu'il n'y a aucun conflit d'intérêt par rapport à ma présentation. Les seuls intérêts et les seuls objectifs qu'on a, c'est de lutter ensemble contre la sous-vaccination de cette population vulnérable, lever la peur autour de cette question. Quand vous avez vu sur la présentation de professeur Badi, les enquêtes, il y a de la peur autour de cette question, et surtout chez les immunodéprimés. Développer nos compétences et améliorer nos pratiques pour offrir une meilleure protection aux patients contre les infections graves et aussi les cancers. Et tout en donnant tout l'intérêt à l'entourage. Et quand je parle de l'entourage, c'est la famille et c'est le personnel de santé. Alors, plusieurs sources ont été consultées pour alimenter ces diapos. Le guide marocain de vaccinologie, le guide européen, le CDC, l'ETSA, et je tiens à vous informer, malheureusement, il n'y a pas de recommandation nationale. Donc, je me suis inspirée des recommandations françaises, européennes, pour alimenter, bien sûr, pour répondre à la question des recommandations. Inch'Allah, par la suite, on aura le temps de discuter ce qui convient à nous, ce qui ne convient pas à nous, en fonction de nos moyens et en fonction de notre épidémiologie. Alors, avant de parler des recommandations, de l'acte de prescription, je dois parler absolument de deux étapes importantes. Tout d'abord, il faut catégoriser les types de patients. Est-ce que ce sont des patients qui ont déjà l'immunodépression ou sous traitement immunosuppresseur, ou des patients à risque d'immunodépression pour pouvoir anticiper cette vaccination? La deuxième étape, c'est l'étape de l'information. Il faut qu'on parle avec nos patients. Il faut communiquer l'information. Il faut leur expliquer qu'il y a des risques accrus d'infection pour qu'ils puissent adhérer à nos prescriptions. Il faut expliquer aussi qu'il y a des limites pour qu'ils puissent adhérer aux mesures de protection. Et il faut faire le point aussi sur la vaccination de l'entourage avant de décider vivons atténués, inactivés, quelle dose, quel rythme de rappel et bien sûr à quel délai. Alors, l'identification du type d'immunodépression, c'est très important. D'emblée, acquis héréditaire, acquis chez l'adulte, héréditaire, c'est l'équipe de professeur Bousfiha. Et là, dans mon topo, parce qu'on n'a pas assez de compétences pour gérer les déficits immunitaires héréditaires, c'est pourquoi il faut qu'on ait un staff, il faut qu'il y ait un comité qui comprend aussi bien les spécialistes adultes et les spécialistes enfants pour qu'on puisse avancer. Donc, durant mon topo, je vais aborder 5 grandes catégories d'immunodépression. Les patients sous traitement immunosuppresseur, que ce soit corticothérapie, thérapie ciblée ou chimiothérapie, les asplénies, les greffes de cellules sous schématopoïétique et les greffes d'organes, et aussi la population VIH. Maintenant, pourquoi faut-il catégoriser? Tout simplement parce qu'il y a des recommandations communes, mais aussi il y a des recommandations spécifiques qui dépendent des risques infectieux. Comme ça a été déjà par mes maîtres, il y a des risques infectieux spécifiques à chaque traitement immunosuppresseur et à chaque maladie immunodéprimante. Et aussi, il y a les possibilités d'anticipation lorsqu'on a une date pour prévoir le démarrage d'un traitement immunosuppresseur. Un autre défi, c'est le timing, le délai, la date d'introduction, les doses et le rythme de rappel qu'il faut respecter. Et bien sûr, tout cela pour une meilleure innocuité, pour éviter les maladies vaccinales pour les vaccins vivants atténués, pour une meilleure immunogénicité et pour une protection clinique et une protection durable. Alors, l'étape 2, j'insiste parce que j'ai eu pas mal de problèmes avec certains patients, surtout au niveau des points de vente. J'étais appelée par le pharmacien, est-ce que vous, madame, vous vous trompez des doses, surtout de l'hépatite B? Pourquoi vous avez donné le vaccin contre la grippe alors qu'on est loin de la période de campagne de vaccination? Donc ça
ça peut mettre notre crédibilité en jeu et on doit anticiper, il faut expliquer, parce qu'il y a des gens qui sont intellectuels, qui vont aller consulter l'internet, qui vont se référer, et pourquoi il n'a pas prescrit le médecin traitant les mêmes doses que par rapport à la population générale. Il faut anticiper, on communique, on explique et on convainc qu'il s'agit de personnes immunodéprimées qu'on risque de donner des doses plus élevées par rapport à la population générale. Et bien sûr, il faut les préparer, qu'il y aura des prises de sang pour juger l'efficacité de ces vaccins, 4 à 6 semaines, puis d'une façon annuelle. Et il se peut que le patient, parce que le patient médecin général, il croit qu'il y a une seule consultation chez les infectiologues, alors qu'il y aura beaucoup de consultations. Il faut qu'on se réorganise pour un suivi régulier. Alors, il faut s'attendre à un problème de refus, ça a été déjà dit, donc il faut qu'on s'organise pour le comportement, qu'est-ce qu'il faut faire dans cette situation, et je pense qu'on n'a pas le droit de retarder la prescription d'une thérapie lorsque le pronostic vital ou fonctionnel lié à la maladie du fond est bien sûr en jeu. Si tout va bien, nous proposons un carnet de vaccination. Mais j'ai dit que le carnet de vaccination que les patients achètent de l'épicerie, mais il faut qu'on ait un carnet de vaccination. Moi, je vous parle de la vraie vie, de ce qu'on vit, de ce qu'on rencontre, de ce qu'on voit tous les jours avec les patients. Un carnet de vaccination qui constitue un outil pédagogique précieux, surtout pour les jeunes médecins, sachant que nous sommes tous des débutants. Moi, je parle de moi-même, d'accord? Ça permet d'intégrer progressivement le calendrier vaccinal. Ça constitue aussi un moyen de coordonner avec les professionnels de santé. Ça risque de recevoir des patients sans les résultats des sérologies. Comment on va décider? On écrit une lettre au médecin traitant dans les autres services, donc on doit court-circuiter toutes ces étapes qui sont astreignantes, surtout pour les malades qui présentent des maladies graves, des maladies handicapantes. Donc, de point de vue humain, il faut qu'on cherche le moyen pour raccourcir le maximum le circuit de prise en charge. Et aussi pour le patient, c'est une preuve de vaccination. Il permet la réduction des risques d'erreur et il permet aussi de faire le suivi de la protection vaccinale. Donc, c'est classique, la date, les informations personnelles. Et j'insiste sur les dates, parce que les dates de démarrage des traitements reçus vont nous permettre de faire le planning de la vaccination. Puis après, un récapitulatif de la vaccination antérieure, il est très intéressant, sachant que la majorité des personnes que j'ai reçues pour la vaccination au cours de l'immunodépression, soit qu'ils ont perdu, soit qu'ils n'ont pas, soit il y a un problème. De toute façon, si il y a ce carnet de vaccination antérieur, il faut qu'on mette le récapitulatif sur ce carnet. Aussi les résultats des sérologies, les dates, etc., les titrages des anticorps, les vaccins inactivés prescrits, les vaccins vivants atténués prescrits. On fait le point sur la vaccination de l'entourage pour ne pas zapper cette étape importante, et puis les mesures de protection, parce que dans l'épidémie, on sait qu'il y a une épidémie de la rougeole, la transmission c'est par voie respiratoire, il y a des malades qui viennent en consultation, ils rencontrent plusieurs personnes, donc ils risquent d'avoir une rougeole nosocomiale. Alors, maintenant, à l'étape tranchante, l'application optimale de ces recommandations nécessite la prise en considération, pas uniquement des résultats de sérologie ou d'une maladie antérieure, mais plutôt, il faut faire un examen clinique. Il faut éviter la vaccination chez un patient qui a une infection évolutive, qui a une allergie, au moment de l'aplasie médulaire, avec une pancytopénie. Donc, ça diminue les chances de répondre au vaccin. Et puis, il faut prendre en considération les facteurs individuels. Est-ce qu'il y a la notion de voyage, le patient il va voyager, à quel pays, etc. L'exposition professionnelle et aussi la sexualité. On va voir ensemble pourquoi. Ça permet de nous inciter à prescrire d'autres vaccins en dehors de ceux préconisés pour les immunodéprimés. Alors, les vaccins vivants atténués, ça a été déjà dit, je vais passer rapidement. Il y a le risque de maladie vaccinale, mais aussi il y a le risque de transmission de cette maladie vaccinale. Ils sont tous contre-indiqués en cas d'immunodépression et chez les patients qui sont déjà sous traitement immunosuppresseur. Et j'attire votre attention que pour le rotavirus et le BCG, ils ne sont pas recommandés. Les vivants atténués, par contre, ils peuvent être prescrits dans certaines situations. Bien sûr, nous insistons, le RCP, il est nécessaire. D'accord? Il faut qu'on ait un staff multidisciplinaire au moins mensuel pour qu'on décide ensemble à quelle date, pour quel patient. Et puis, il faut choisir le bon moment. Et ce moment, il dépend du type d'immunodépression,
le type de traitement immunosuppresseur, des dates prévisibles d'immunodépression, des résultats des sérologies et aussi des facteurs individuels. Et quand on décide de démarrer ou de prescrire un vivant atténué chez la femme, il faut contre-indiquer absolument la grossesse et il faut mettre la patiente sous contraception efficace pendant au moins un mois après le vaccin, la vaccination. Pour la population vieille, c'est très simple, que ce soit par rapport aux vaccins vivants atténués, que ce soit pour les vaccins inactivés. C'est le taux de CD4 et la charge virale. Il faut que les patients, pour plus de chances d'être immunisés en ces vaccins, il faut qu'ils soient sous traitement antirétroviral avec un taux de CD4 au minimum supérieur à 200 cellules par millimètre cube et une charge virale indétectable et bien sûr en absence de toute infection évolutive. Pour les greffés d'organes solides, ils sont contre-indiqués après la greffe. Ils ont de la place avant, mais 4 semaines pour le RER et la fièvre jaune et 6 semaines pour la varicelle. Et là, j'insiste sur la vérification des vaccins de l'entourage et surtout du personnel de santé qui s'occupe de la greffe parce qu'il y a un risque, bien sûr, si ils reçoivent un vaccin vivant, de faire la maladie, de transmettre aux greffés et de rater une greffe et une chance de vie. Pour les greffés de cellules souches hématopoïétiques, ce sont des patients qui se caractérisent par, c'est une situation clinique qui se caractérise par une perte prolongée de lymphocytes T et B avec une reconstitution immunitaire lente. Donc ces patients, il faut les considérer comme des personnes naïves. Il faut commencer de nouveau. C'est une primo-vaccination comme les bébés, avec après un délai de 2 ans pour les vaccins vivants atténués. Autre chose, c'est un schéma tout à fait différent pour l'exemple type, le vaccin anti-pneumococcique, parce qu'ils ont un défaut de réponse contre les antigènes polyosidiques. Donc, il y a des schémas et des rappels tout à fait différents. On va voir ensemble ces schémas. Et puis, puisqu'il y a une diminution, voire une disparition des anticorps dirigés contre les maladies infectieuses à prévention vaccinale, il faut le BCG, la grippe vivant, le rotavirus sont contre-indiqués, mais aussi ils sont contre-indiqués chez l'entourage. Et quand je parle de l'entourage, je me répète, c'est la famille et les professionnels de santé. 2 conditions, la primo-vaccination, 2 ans, mais il y a d'autres conditions, c'est les greffés de cellules souches hématopoïétiques. Il ne faut pas que le patient soit en rejet de greffe chronique, ça dit 1, ils ne doivent pas être sous traitement immunosuppresseur et l'injection doit être loin de l'injection de la perfusion d'immunoglobuline parce que ça risque de neutraliser l'effet de vaccin. Et bien sûr, je me répète, greffé d'organes, greffé de cellules souches hématopoïétiques, c'est l'entourage, c'est le personnel de santé. Quand il s'agit des traitements immunosuppresseurs, je pense qu'il est un peu facile pour les personnes naïves, d'accord, chez qui on n'a pas encore démarré, que ce soit une corticothérapie ou une immunosuppression ou une chimiothérapie, là où il y a l'intérêt de l'anticipation, quand c'est possible, bien sûr, 4 semaines pour le RER et la fièvre jaune et 6 semaines pour la varicelle. Mais il faut attendre 6 mois pour la chimiothérapie, après l'arrêt de la chimiothérapie, après l'arrêt surtout de rituximab, et 3 mois, que ce soit par la corticothérapie ou d'autres thérapies ciblées. Une question qui m'a été posée par un jeune étudiant sur la corticothérapie. Est-ce que inhalé, moi j'ai trouvé la réponse dans la littérature, corticothérapie inhalée ou injection locale, comme les infiltrations, n'est pas une contre-indication, si le patient, bien sûr, n'est pas sous traitement anti-immunosuppresseur par voie orale. Alors, pour la splénie, pas de contre-indication des vaccins vivants atténués. Ce sont les mêmes recommandations que la population générale. Maintenant, on a compris quelles sont les dates à prendre en considération. Maintenant, quelle dose? Comment on va prendre la décision? Comment on va prendre la décision? Ça dépend de résultats de sérologie. Pour la rougeole, les patients non immunisés, c'est 2 doses à 1 mois d'intervalle, bien sûr. Et si immunisé, une dose de rappel, elle est recommandée. Pour le virus de Zona et de la varicelle, moi je compte pas trop sur les réponses des patients par rapport à est-ce que vous avez eu un antécédent de varicelle ou non, parce que c'est difficile de trancher, surtout dans notre contexte. On préfère d'avoir les résultats de sérologie pour décider. Pour les patients non immunisés, c'est 2 doses à intervalle de 6 mois. Et s'ils sont immunisés, on n'a pas besoin de faire des rappels. Et pour la fièvre jaune, c'est toujours utile pour les vaccins, pour les patients immunodéprimés, à condition de prendre en considération le timing, loin de l'immunosuppression. Alors, une petite nota bene par rapport à la fièvre jaune, parce que il faut absolument
administrer le vaccin au moins 15 jours pour donner les chances au corps, le corps humain de produire les anticorps protecteurs. Parce qu'on reçoit des consultants, des collègues qui nous appellent par rapport à un voyage dans un pays tropical, la veille de voyage. Donc ça ne sert à rien, ils risquent d'aller et de revenir sans qu'il y ait des anticorps neutralisants dans le corps. Alors, il y a le vaccin de la variole du singe, le monkeypox. C'est un vaccin borderline, c'est un vaccin vivant, mais il n'est pas réplicatif. Donc, il a tout l'intérêt pour l'immunodéprimé avec une dose de 3 doses. Il a sa place, surtout pour les personnes après une post-exposition chez des personnes ayant la variole de singe et en pré-exposition chez les personnes qui ont un comportement sexuel à risque. C'est pourquoi j'ai dit en tout début, on prend en considération les résultats des sérologies, l'immunodépression, le traitement, mais il y a des facteurs individuels qu'il faut chercher au moment du premier entretien et qui guident notre prescription. Alors pour les vaccins inactivés, sous-unitaires ou recombinants, ils sont nombreux. Et je le répète, par rapport à ce qui a été dit par le professeur Bousfiha, la priorité, la grippe saisonnière et le pneumocoque, mais ils ont tous leur place dans les recommandations chez l'immunodéprimé. Alors, à la différence, meilleure sécurité, meilleure innocuité, ils ne sont pas contre-indiqués en post-greffe comme les vaccins vivants atténués. Et en cas d'épidémie, il a été déjà dit, on peut opter pour des délais très courts et même chez les patients en cours de chimiothérapie. Et là, je parle surtout du vaccin de la grippe, du vaccin de l'hépatite B et du vaccin antipneumococcique. Alors, pour le délai, c'est 1 mois. C'est très facile à retenir. C'est 1 mois pour la greffe d'organes, la chimiothérapie et tous les traitements immunosuppresseurs. C'est 6 mois pour la greffe d'organes, la greffe de cellules souches hématopoïétiques, et 3 mois pour la chimiothérapie et pour les autres traitements. Et les mêmes conditions pour la population VIH, sauf exception par rapport à la grippe et le pneumocoque et l'hépatite B. Donc la grippe, elle est fortement recommandée dans toutes les situations d'immunodépression. Bien sûr, chez les greffés de cellules souches, on a dit c'est 6 mois après. Ce sont des personnes naïves, ça ne sert à rien de les vacciner bien avant la greffe de cellules souches parce qu'ils vont perdre que ce soit les anticorps et il y aura une perte des anticorps protecteurs. Alors, une dose annuelle est recommandée. Cependant, il est possible à M1 de greffe d'organes, à M3 de greffe de cellules souches hématopoïétiques et même pendant la chimiothérapie. Lorsqu'il s'agit d'un traitement par la biothérapie et la corticothérapie, l'idéal c'est 4 semaines avant le démarrage de ce traitement. En période d'épidémie, je reviens, les doses qui ont été critiquées dans ma prescription, c'est 2 doses, à intervalle de 1 mois, pour une meilleure séroconversion, sachant qu'il y a un nouveau vaccin qui n'est pas, je pense à ma connaissance, au Bousfiha, qui n'est pas disponible au Maroc, c'est l'Ifluelda, disponible, qui est fortement dosé et chez qui on a besoin, on peut donner une seule dose. Alors, pour les vaccins antipneumococciques, il y a le VPC 13, le VPO 23 et au Maroc maintenant, il y a le VPC 20 qui a l'AMM, donc qui pourra remplacer l'administration séquentielle de ces 2 vaccins. Cependant, jusqu'à présent, on ne l'utilise pas, il n'est pas disponible, je pense, dans les pharmacies, mais il a l'AMM et bientôt il l'aura dans les pharmacies et dans les points de vente. Le protocole est presque le même, identique, en termes de dose et en termes de rappel, que ce soit pour les PVVH, les immunosuppresseurs, les patients sous immunosuppresseurs, biothérapie, corticothérapie, transplanté d'organes et aspirinique. C'est une dose première de VPC 20 conjugué, parce que plus de chances et plus immunogène, attendre 2 mois et administrer le VPO 23 qui sera réadministré tous les 5 ans. Cependant, ça a été déjà dit, la chimiothérapie, il faut qu'il y ait un rappel à 3 mois en post-chimiothérapie. Et en cas de vaccination antérieure, parce que j'ai reçu pas mal de vaccinations par le VPO 23 initialement, donc dans ce cas, il faut attendre un délai d'1 an avant le VPC 13. C'est très discuté, donc c'est les sujets d'une nouvelle recommandation, mais jusqu'à actuellement, c'est ce qui est retenu dans toutes les recommandations. Si le patient avait reçu initialement un polyésidique, il faut attendre 1 an pour administrer le 13. La particularité, comme je viens de dire, chez les greffés de cellules souches hématopoïétiques, administration précoce, c'est possible, donc à 1 mois d'intervalle, on donne 3 doses. C'est la même dose. C'est pas doublé, mais 3 doses à intervalle de 1 mois. Puis après, on peut se permettre de revacciner par le PN13 si le patient présente un rejet de greffe. Si tout va bien, on peut terminer, c'est-à-dire continuer par le PN23, puis après tous les 5 ans.
Le VPC, une fois elle est là, il va remplacer les 2 doses et une dose sera suffisante. Pour la vaccination contre le virus de l'hépatite B, j'insiste sur un point important, c'est qu'il faut demander le dépistage avec un profil complet. Parce qu'on reçoit des patients uniquement avec l'antigène HBs, on n'arrive pas à décider. Donc le patient doit aller faire des prises de sang, revenir, puis après ça retarde un petit peu la décision, surtout pour les patients qui ont des urgences thérapeutiques. Et ça permet de trancher. Est-ce que le patient non immunisé, est-ce que c'est un patient porteur, est-ce qu'il y a un risque de réactivation? Et nous insistons sur le contrôle d'efficacité par le titrage des anticorps. Il est toujours possible de revacciner si le taux d'anticorps n'est pas neutralisant. Alors, la particularité de l'immunodéprimé adulte, bon, double dose, c'est commercialisé l'Angérex B qu'on utilise au Maroc. 20, on donne double dose par prise. M0, M1, M2, et puis après un rappel à M6. Avec possibilité de le donner, de l'administrer à 6 mois de la chimiothérapie, comme je viens de le dire. Et chez les patients, les greffés d'organes en attente de greffe, il faut administrer le plus tôt possible parce qu'ils ont beaucoup de chances d'être contaminés par le virus de l'hépatite B. 6 mois après la greffe d'organes, avec le même rythme, mais cette fois-ci, le rappel à M12. Pour les greffés de cellules souches hématopoïétiques, c'est toujours à partir du 6e mois, le M6, le M7, le M8, mais après, le 4e rappel, c'est après 12 mois. Donc, ce qui fait la différence entre les différentes situations cliniques. Mais il faut se rappeler, 3 doses à 1 mois d'intervalle, 3 prises en double dose, à intervalle d'1 mois, c'est classique, c'est catégorique, c'est recommandé. Alors, pour le virus de l'hépatite A, ça m'a pris du temps pour voir comment je vais chercher cette recommandation, comment je vais transmettre cette recommandation. Donc, j'ai consulté 2 virologues, j'ai pris l'avis du professeur Bousfeha. C'est vrai que les Marocains, les adultes, en général, ils portent des anticorps dans 99% selon les études marocaines. Là, on est dans une zone intermédiaire. On s'est concerté sur l'intérêt de vacciner, surtout les patients qui vont voyager, surtout les patients qui ont des co-infections, des hépatopathies chroniques et l'hépatite B, l'hépatite A, il risque d'aggraver la situation, et aussi pour les patients à risque, chez les patients à risque, surtout les homosexuels et les toxicomènes. Donc les patients non humains et les patients humains, on les laisse tranquilles. C'est-à-dire qu'ils portent des anticorps. Pour ceux qui n'ont pas des anticorps, il faut préconiser quand même, il faut administrer ce vaccin à 2 doses, avec un contrôle des taux d'anticorps. Sachant que pour l'hépatite A, il n'y a pas de valeur quantitative. Donc, il n'y a uniquement la valeur qualitative, n'existe pas partout dans le monde. Donc, on peut se contenter. S'il y a les anticorps, donc on peut se permettre de ne pas réadministrer ou donner des rappels ou vacciner de nouveau les patients. Alors, pour les méningos, ça a été déjà par mon maître professeur Bousfeha, 90% des cas de méningite sont dus au méningo B. Mais malheureusement, il n'y a pas de vaccin anti-méningo B. Donc, pour les asplénies, les patients en post-greffe de cellules souches hématopoïétiques, les déficits en complément, les patients mis sous traitement à base des anticorps monoclonaux anti-C5, il faut qu'on leur prescrit, ils peuvent les ramener de l'étranger pour les protéger. Et la CYW135 n'a pas vraiment, c'est-à-dire pour ce qui circule chez nous, mais il a de l'intérêt lorsqu'on a un voyage dans un pays où il y a la ou la C ou l'YW. Alors, l'HPV, il est recommandé. Il est fortement recommandé. Parce que quand on parle de vaccin anti-HPV, on parle d'un vaccin contre un cancer. Et ça a été dit par professeur Heikel, que presque 8 femmes par jour qui décèdent d'un cancer du corps, c'est grave. Donc, bien sûr, les patients qui ont de l'immunodépression, ils ont moins de chances d'assurer une clairance virale. Donc, il est fortement recommandé chez l'immunodéprimé. D'ailleurs, ce sont les recommandations de CDC et européens de 9 à 26 ans. Et on peut les discuter entre 27 ans et 45 ans, entre cliniciens, après concertation, bien sûr. Au Maroc, actuellement, il y a le quadrivalent, mais moi, j'opte personnellement pour le non-avalent parce que j'ai fait une étude. C'est une étude dans le cadre d'un PhD et on a trouvé que la 58, chez la population VIH qui est plus active, ce sont des résultats qu'on peut extrapoler sur la population générale et qui sont des virus hautement oncogènes. On a besoin de non-avalent et j'espère qu'on va l'avoir bientôt, Inch'Allah. Le PNI, à titre d'information, les filles, la vaccination, elle est là, les vaccins, ils sont là. Vous savez qu'il y a l'histoire de réticence par rapport à ces vaccins, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas
indiqué chez les garçons. D'accord? Il est indiqué aussi bien dans toutes les recommandations que j'ai consultées. Les garçons, il est fait entre 11 ans et 14 ans. Il peut commencer déjà à l'âge de 9 ans avec un rattrapage vaccinal possible jusqu'à l'âge de 19 ans révolu chez les homosexuels, les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes jusqu'à l'âge de 26 ans. D'éthécoque polio, d'éthécoque acellulaire polio, il est fortement recommandé. Une dose chez la population générale, c'est à partir de 25 ans, il faut avoir la dose de rappel. D'accord? Et puis, tous les 20 ans. Chez les immunodéprimés, c'est tous les 10 ans, il doit recevoir le déthécoque. Après la chimiothérapie, une dose est indiquée à 3 mois pour les tumeurs solides, 6 mois pour les hémopathies malignes. Et s'il y a un risque de diphtérie, des rappels plus rapprochés, après dosage des titres d'anticorps est toujours validé, est toujours possible. L'hémophilus, donc vous savez, ça a été déjà dit que pour l'hémophilus, ça rentre dans le PNI et il protège bien contre ce sérotype, parce qu'il ne protège pas contre les autres sérotypes, mais on peut toujours recommander une dose. Après un contrôle sérologique d'efficacité, on peut toujours revacciner si le patient ne porte pas les anticorps anti-polyrubisol bitol. Les vaccins utilisables, il y a les monovalents, mais il y a aussi l'hexavalent. L'hexavalent, l'intérêt d'Yellowfin, c'est surtout pour les greffés de cellules souches hématopoïétiques où il faut administrer, reprendre la vaccination de nouveau. Et ces hexavalents, c'est vrai qu'ils sont pédiatriques, mais peut être utilisés chez l'adulte, je veux dire l'adulte, sachant que pour l'hépatite B, n'oubliez pas la double dose. Vaccin contre le zona. Il est au Maroc, alhamdoulilah, bientôt. Il est déjà au Maroc, d'accord, très bien. Et il a sa place. C'est un vaccin inerte, recombinant, contre le zona avec adjuvant. 2 doses sont recommandées. Il est recommandé chez les personnes âgées au-delà de 65 ans, les patients immunodéprimés au-delà des 18 ans. Et si jamais le patient a un antécédent de zona, il faut attendre 1 an pour le revacciner. J'attire votre attention, j'ai trouvé qu'il ne faut pas co-administrer le pneumovax, le vaccin antipneumococcique 23 valences avec le vaccin du zona parce qu'il risque qu'il soit l'effet de Shingrix, il risque d'être neutralisé par l'effet de pneumovax et il a beaucoup d'intérêt pour les traitements qui sont sous traitement des inhibiteurs de Janus activated kinase. J'ai arrivé à ma conclusion, donc on a intérêt à améliorer les couvertures vaccinales. Je souhaiterais qu'on arrivera, Inch'Allah, à élaborer nos propres recommandations, parce que ce que je viens de dire, c'est purement européen, canadien, etc. Mais il est utilisable, il est valide aussi pour nous. On doit se réorganiser, on doit avoir un staff multidisciplinaire, on doit avoir des éducateurs thérapeutiques pour le soutien de ces patients, pour convaincre, donner beaucoup de temps aux patients, pour organiser les plannings individuels et le parcours du patient. Et on a intérêt aussi à former les vaccinateurs. Et quand je parle des vaccinateurs, ce sont les infirmiers, les sages-femmes, les médecins généralistes, les spécialistes et les pharmaciens, surtout pour les vaccins inactivés. Et pour les vaccins vivants atténués, c'est l'affaire des spécialistes après concertation multidisciplinaire. Et je vous remercie pour votre attention.